Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, pour ce supplément dans notre série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, pour ce Baba, je reçois aujourd'hui Vincent Buffin. Vincent Buffin, bonjour. Bonjour. Je dis d'abord comment je vous ai connu. Enfin, je vous ai vu passer sur Twitter où j'avais repéré Grégoire Ichou, que j'ai reçu ici, qui fait des conférences chantées, qui présente des expositions, mais surtout des monuments nationaux. Quand il était venu ici, il venait de faire à Saint-Denis une de ses conférences chantées. Et puis, avec lui, vous préparez un spectacle dont vous nous direz un mot tout à l'heure. Vous êtes musicien, vous l'accompagnez dans la préparation de ce spectacle. Vous êtes musicien, vous jouez d'un instrument. Je ne dirais pas que l'instrument m'a toujours fasciné, mais les instrumentistes de cet instrument m'ont toujours perplexifié, comme on peut dire. Cet instrument, vous allez le dire vous-même, c'est la harpe. C'est la harpe. Alors, je vous explique pourquoi cet instrument m'a perplexifié. C'est parce que j'ai eu la chance, enfant, adolescent et jeune homme, d'assister à beaucoup de répétitions d'orchestre pour une question de hasard. Et dans les répétitions d'orchestre, je voyais la harpiste, parce que vous nous direz d'ailleurs à partir de quel moment des hommes harpistes sont apparus. Je voyais la harpiste, qui pouvait avoir tous les âges et toutes les esthétiques, présenter toutes les esthétiques possibles. Je n'avais pas repéré un prototype de femme harpiste, mais par contre, je la voyais en général qui tricotait. Elle tricotait parce que elle comptait les 1357 mesures avant que ce soit à elle de faire bling, 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 bling. Et quand j'allais parler avec elle, j'osais pas leur poser des questions insolentes, mais je leur demandais un peu de me parler de l'instrument. Et la deuxième chose qu'elle me disait, c'était qu'il fallait leur accorder tout le temps. Donc, voilà les raisons pour lesquelles la harpe m'a fasciné. Alors vous, en plus, ce qui m'a surpris dans votre biographie, c'est que vous avez commencé, ça n'est pas un vice de l'âge mûr, c'est un vice de l'enfance. C'est-à-dire qu'à 7 ans, on vous a mis devant une harpe ou vous avez vu une harpe et vous avez dit « je veux faire ma vie avec elle ». En fait, je suis rentré dans une classe à horaire aménagée à l'âge de 7 ans, au CE1, où on pouvait commencer le solfège en même temps que l'instrument, ce qui était rare à l'époque, parce qu'en général, on demandait à commencer le solfège une année avant de choisir l'instrument. Mais comme c'était une classe à horaire aménagée, on avait le choix de commencer l'instrument directement, et il fallait établir une liste de choix. Et mon premier choix, c'était la harpe. Je vous avoue que je n'avais pas prévu d'en faire mon métier à cette époque-là. C'est venu bien plus tard. C'était faire ce qui m'intéressait plus tard, en tout cas, c'était de faire de la harpe parmi d'autres instruments. Et donc, l'orchestre m'intéressait particulièrement. Et par contre, je reviendrai sur des assertions très injustes que vous avez dites sur le fait qu'on a suffisamment de temps pour tricoter à l'orchestre. C'est vrai qu'il y a certains répertoires où on a le temps d'aller se balader en coulisses entre un acte et un autre, parce qu'effectivement, le compositeur a oublié d'écrire pour la harpe à ce moment-là. Mais il y a aussi des opéras et des œuvres dans lesquelles on est sollicité, voire sur-sollicité, et ça arrive plus souvent qu'à son tour. Alors, donnez-nous des exemples du premier cas de figure et du deuxième. Et par exemple, c'est vrai qu'un opéra comme l'Élixir d'amour de Donizetti, il faut attendre la fin de l'opéra, donc la fin du deuxième acte, pour jouer le fameux air que tout le monde connaît, ça me revient plus, c'est une furtiva alla gamba. Donc voilà, vous faites le bling 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 de l'introduction. Non, là pour le coup, on joue pendant tout le morceau là pour le coup, hein. Mais c'est un morceau très exposé, donc il faut rester concentré. Et c'est vrai que par souci de courtoisie envers les collègues, j'arrivais quand même au début du premier acte pour montrer que j'étais là et que j'arrivais pas juste pour les 5 dernières minutes. Et à contrario, il y a des opéras comme par exemple La ville morte d'Itote Stadt de Korngold, où la harpe est sans arrêt, ou bien le Ferneklang que j'avais fait à Strasbourg de Schrecker, et où là, il y a 2 harpes, voire 3 harpes, une troisième qui est en coulisses, effectivement, où on joue sans arrêt et où on nous demande d'éviter de jouer trop fort parce que sinon on couvre les trombones. Donc voilà, ça m'est arrivé. L'information que nos auditeurs retiendront, une harpe peut couvrir un trombone. Cela dit, vous avez mentionné Korngold, formidable compositeur, mais
il n'y a pas beaucoup de gens qui sifflent Korn Gold dans leur bain. C'est sûr. Et donc, voilà, c'est la place qu'il a donnée à la harpe. Non, mais après, on peut parler de la musique française, ou dans Ravel, Debussy, notamment, enfin, qui sont les plus connus. La harpe a quand même pas mal à faire. On n'a pas à se plaindre. Alors, la situation de la harpe ayant été rétablie, il reste quand même, sinon un mystère, au moins une question, qui est: vous êtes dans une classe où on peut faire à la fois du solfège et pratiquer un instrument, et qu'est-ce qui vous amène à choisir cet instrument-là, la harpe? En plus, la harpe, alors je sais qu'il y a des harpes de toutes les tailles, comme il y a des violons de toutes les tailles, mais enfin, à moins que vous mesuriez 1m80 quand vous aviez 7 ans, il faut une harpe adaptée. Alors, j'ai choisi la harpe parce que quand j'étais enfant, je pense que je suis passé dans une salle où un concert d'orchestre venait de se passer, et les seuls instruments qui restaient sur scène, c'était les harpes. Et j'étais passé devant et j'avais pu soulever la housse qui recouvrait l'une d'entre elles. Et j'avais été impressionné par la table large, les décorations qu'il y avait dessus et la forme de l'instrument. Ça m'a interpellé. Et puis, il faut dire que j'aimais beaucoup les dessins animés. Et souvent, dans les dessins animés, au moment où il se passe quelque chose de magique et d'impressionnant, il y a un petit glissé de harpe. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ça vaudrait pas le coup de le faire? Et ce qui m'amuse, c'est que je me faisais la réflexion. En ce moment, je suis dans une tournée ciné-concert où on joue Harry Potter, le premier épisode, où il y a un solo de harpe qui dure entre 1 minute et demie et 2 minutes. Et une harpe qui est censée endormir de façon magique un chien à 3 têtes. Et je trouvais que c'était un joli clin d'œil sur effectivement l'aspect magique de la harpe qui m'avait interpellé enfant et que je peux mettre en pratique maintenant que je suis adulte. Alors, puisque cette conversation est à saut et à gamba, dès que vous avez évoqué les ciné-concerts, dites-en un mot maintenant. Je l'avais prévu plus tard, mais ça n'a pas d'importance. Ah, d'accord. Non. En fait, mon statut fait que mes activités. Vous êtes intermittent du spectacle. Je suis intermittent du spectacle, et donc ça fait que mon planning peut être très varié. Et donc en ce moment, j'alterne entre différents ciné-concerts là. Donc on vient de sortir de Jurassic Park. Attendez, c'est-à-dire, vous avez transformé Jurassic Park en quoi? En film muet? Non. Non, parce que je suis pas tout seul. On est dans un orchestre de 80 musiciens, et en fait, on projette un film derrière l'orchestre, et l'orchestre joue la bande son musicale en fait de John Williams sur scène. D'accord. Donc en fait, c'est pour un public d'aficionados qui adore et le film et le compositeur, qui veulent voir la musique en live. Avec le film projeté derrière nous. Le film projeté, le film avec le son, avec les voix. Le dialogue, avec les voix, absolument. Avec les donc, voix. C'est pas un film muet. On a enlevé on a enlevé la musique, c'est nous qui la jouons. Une espèce de Rocky Horror Picture Show, mais inversé. Et donc voilà, Harry Potter. Alors, Harry Potter, Jurassic Park, d'autres titres? On a fait aussi avec ce même orchestre qui se spécialise un peu là-dedans, on a fait les musiques de films qui faisaient un crossover entre les musiques de Zimmer et de Williams. Mais sinon, je fais pas que ça. Je fais aussi par exemple, je vais jouer bientôt avec l'orchestre de Strasbourg. On va jouer dans Roméo et Juliette de Berlioz. Je vais jouer à l'Opéra de Paris fin juin pour Faust de Gounod. Et puis, j'ai aussi des prestations régulièrement dans un château à La Roche-Guyon, dans le Val d'Oise, sur les boucles de la Seine. On joue pour le coup en très petite formation. On est à 4, vibraphone, clarinette, contrebasse et harpe, avec notre formation qui s'appelle le Quatuor Improbable. Et là, on joue devant un public de touristes anglophones qui sortent de leur bateau de croisière, qui traversent une orangeraie, qui montent au château et qui assistent au concert pendant 1 heure. On leur joue des arrangements que j'ai réalisés pour la plupart, et de pièces assez populaires, et puis après ils repartent tranquillement sur leur bateau. Tranquille et content. Voilà, en général. Si je remonte notre conversation en arrière, je vous disais tout à l'heure que j'étais frappé par le fait, quand j'assistais à des répétitions d'orchestre, j'étais frappé par le fait que la personne qui tenait la harpe était une femme. Je n'y avais jamais vu que des femmes. À une époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les orchestres. Oui. Donc ça laissait penser qu'il y avait une sorte d'assignation, si je puis dire. Enfin, que c'était bon. Aujourd'hui, l'une des illustrations, il y a
des harpistes des deux sexes. L'orchestre de l'Opéra de Paris a un premier harpiste solo Absolument. qui est un homme. Je me souviens plus, il y a un des orchestres américains aussi qui a un harpiste. Et pour vous aussi, c'était un métier qui était uniquement exercé par des femmes ou les hommes sont apparus à quel moment comme harpistes? Au début au 19e siècle, il y a des hommes harpistes. Ça, j'ai vu les gravures. Oui. En fait, je crois que c'est Marie-Antoinette, à mon avis, qui a féminisé l'image de la harpiste, en tout cas, parce qu'il y a eu des représentations de Marie-Antoinette à la harpe, et donc on s'est dit, tiens, c'est une femme. Après, il y a eu Lily Laskin aussi, qui a eu une renommée telle qu'on s'est dit, bah oui, c'est des femmes qui jouent la harpe. Mais en fait, il y a eu des hommes au XVIIIe siècle, Boxa, au XIXe siècle, avec Asselmans, qui a été prof lui-même au conservatoire. Il y a eu Marcel Tournier, début XXe. Il y a eu il y a toujours eu des hommes en nette minorité. Je pense que c'est lié effectivement à la surreprésentation, à la surexposition médiatique peut-être de Marie-Antoinette et de Lily Laskin. Mais bon, c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'il y en a de plus en plus, quoique j'arrive pas à me l'expliquer. Est-ce que c'est la forme de l'instrument qui effectivement évoque une certaine féminité? Mais aujourd'hui, effectivement, il y a des grands représentants de la harpe. Je vois Emmanuel Cesson, Xavier de Maistre, qui sont quand même des pointures. Alors vous, votre formation a été en partie... vous avez suivi la formation du conservatoire supérieur, mais tous les conservatoires ne sont-ils pas supérieurs, de Bourg-la-Reine, mais vous avez surtout, je crois, surtout c'est moi qui crois le deviner, les cours, parce que aussi je l'ai connu, vu et entendu, il y avait Frédéric Cambrelin qui, avec Marielle Nordman, était un des deux grands noms de la harpe dans les années 60, 70, 80. Frédéric Cambrelin est un peu plus âgé, je crois, Marielle Nordman, peu importe. Et c'était à Saint-Sébastien. Oui. Et qu'est-ce qui fait que c'était à Saint-Sébastien ? Il s'est trouvé que au moment où j'ai fini mes études à Bourg-la-Reine, je voulais rentrer dans un conservatoire supérieur. J'ai tenté de rentrer au sud de Paris et puis j'étais admissible mais pas admis. Et puis dans le même temps, on m'a annoncé que Frédéric Cambrelin, qui était à l'Intercontemporain à ce moment-là, ouvrait une classe de harpe au Conservatoire supérieur de Saint-Sébastien. Et je l'avais rencontré, on m'en avait dit grand bien. Au niveau de sa pédagogie, je pensais que ça pourrait me convenir. Et il se trouve aussi que si je voulais passer le concours pour rentrer à Lyon, qui était la deuxième option pour rester en France, il aurait fallu que je sacrifie mon été. Or, j'avais prévu des sacrées vacances. Or, le concours pour rentrer à Saint-Sébastien était début juillet, je l'ai eu, et donc je me suis dit, je file à Saint-Sébastien. Mais il se trouve que le contact, heureusement, est très bien passé avec Frédéric Cambrelin, que j'embrasse d'ailleurs, si elle m'écoute. Et elle m'a apporté beaucoup de choses. C'est un professeur vraiment... Combien de harpistes il y avait dans ce cours de Frédéric ? Pour la première promotion, on n'était que 3. Ouais. Il y avait une Espagnole et une autre Française avec moi. Et puis, au fur et à mesure des années, les classes la classe s'est remplie. On était 8 au bout de 4 années. Donc, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, intermittent du spectacle. Ça veut dire que si on essaie de faire un tableau de vos activités, il y a des activités qui vont de soliste à musicien d'orchestre. Oui. Musicien d'orchestre sans en être nécessairement titulaire, sans en être titulaire, mais parce que tous les orchestres ont besoin pour tel ou tel... Oui, il y a des orchestres qui n'ont pas de titulaire de harpe, et puis il y a des orchestres aussi avec qui qui sont fidèles aussi et qui m'appellent régulièrement quand ils ont besoin, soit de remplacer, soit d'avoir des harpistes en surnom. D'accord. Et alors, soliste, c'est possible. Le répertoire est suffisamment attirant pour un public ou... Alors, soliste, c'est possible. Moi, je me considère pas comme un harpiste soliste. C'est-à-dire qu'il y a tout un répertoire de concertos dans lequel sont spécialisés des gens, justement, dont je vous parlais, comme Emmanuel Cesson et Xavier de Maistre, qui, eux, effectivement, ont une tournée... une carrière internationale en tant que soliste. Je dois dire que il y a une question de
de capacité, de niveau, d'envie. Et puis, moi, c'est pas... Enfin, mon truc, c'est plutôt d'être au sein de l'orchestre que devant l'orchestre. Après, ça n'empêche que de temps en temps, quand on me demande de faire une prestation soliste au sein d'ensembles plus ou moins grands, ça peut être aussi Sécession Orchestra, ça peut être la symphonie de poche. Si jamais il faut être devant, je le fais avec plaisir, même si c'est pas ce que je préfère. Je préfère vraiment être au sein de l'orchestre. Vous aimez travailler en formation. Oui. Alors, puisque il s'agit des formations, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que le Klangforum de Vienne, Klangforum Wien? Eh ben, c'est l'équivalent de l'ensemble intercontemporain, mais à Vienne, en Autriche. Avec quel répertoire? Qu'est-ce que vous avez joué avec eux récemment? Oui, ça. La dernière fois, je me souviens d'une pièce que j'avais jouée avec eux, et c'était super, j'avais adoré. C'était Frank Ceha, Cerha, je crois, dans mon souvenir. Et pour le coup, c'était pas ça sonnait pas très contemporain comme on peut l'entendre aujourd'hui, mais c'était très fin, très subtil. Enfin bon, j'avais adoré ce concert-là, et on jouait au Concerthaus pour ça. Et et en plus c'est des gens absolument charmants. Et le public viennois est prêt à écouter des choses très différentes. Oui, ouais. Enfin, plutôt dans le public viennois, il y a des publics dont certains sont prêts à écouter des choses très différentes, et puis il y a un gros public conservateur c'est ça. Qui lui aussi d'ailleurs a tout ce qu'il lui faut, puisque par exemple l'opéra à Vienne a les mêmes mises en scène depuis 30 ans, donc on est sûr de ne pas être troublé par la nouveauté. Mais j'ai vu une vraie curiosité du public, pour ce répertoire aussi. Autre formation dans laquelle vous vous produisez, c'est la symphonie de poche. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la symphonie de poche? Alors, la symphonie de poche, c'est Nicolas Simon qui la dirige. En fait, c'est un ensemble pour lequel sont réalisés des arrangements pour une formation qui est toujours la même, pour le coup. Ça ne bouge pas. Donc, c'est un quintet à cordes, une flûte, une clarinette basse, un sax baryton et 3 instruments polyphoniques que sont la harpe, l'accordéon et le marimba. Et donc, ça nous est arrivé, là, dernièrement, d'enregistrer un CD Beethoven. Je vous avoue que c'est vrai que quand on m'a annoncé qu'on allait faire du Beethoven, je me suis dit, ça va encore être une saison où on va pas appeler la harpe, puisqu'évidemment, chacun sait que Beethoven n'a pas mis beaucoup de harpe dans ses compositions. Mais on m'a détrompé, on m'a dit, non, mais tu seras sollicité parce que, justement, les arrangements vont être faits exactement pour cette formation-là. Et donc, on a enregistré un CD d'un mix, ça a été très bien fait par Robin Melchior, par un mix des symphonies, des concertos. Ça a été résumé en 1 heure dans un très beau CD, et la harpe est bien sollicitée, on l'entend bien. Mais quelles œuvres de Beethoven vous interprétez là dans cette par exemple, il y a la cadence d'un concerto pour piano qui est faite à la harpe notamment. Mais sinon, la harpe, c'est une vraie partie. Il y a 60 ou 70 pages à bosser. Éclairer tout le monde, nos auditeurs, sur ce que c'est qu'une cadence. Une cadence, c'est un moment où la harpe a un moment soliste dans l'œuvre. Par exemple, dans le ballet de Casse-Noisette, Tchaïkovski a écrit une cadence qui précède la valse des fleurs, où la harpe a un vrai moment de bravoure juste avant le début de la valse. Ça peut être aussi dans Lucia de la Mermour de Donizetti, ça peut être un moment où au bout de 20 minutes du début de l'opéra, l'harpe n'a pas encore joué. Tout d'un coup, il y a un mini-concerto pour harpe où l'orchestre se fait ponctue à peine le discours de la harpe pendant 2-3 minutes. Et après, la harpe joue très peu. Ça aussi, c'est un moment où les gens pourraient critiquer en disant voilà. Ça n'était pas une critique, c'était une observation. Moi, il se trouve que si je savais tricoter et jouer de la harpe, je serais très content de pouvoir faire les deux en même temps. Alors, je vais vous faire une révélation. Vous ne savez pas tricoter. Vrai. Non, je tricote pas, effectivement. Mais il est vrai que là, dernièrement, j'ai joué Lucia, et mes collègues me détestaient un petit peu parce que j'attendais la fin du premier acte pour partir. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a joué cette cadence, il n'y a plus grand-chose à faire. On attend la fin du premier acte et après, on peut partir. Bon. Vous avez enregistré ou donné, en tout cas, avec cet ensemble, Boris Vian? Oui, mais alors malheureusement, c'est pas moi qui suis sur cette production. Je pouvais pas les faire, effectivement. Mais c'est un beau projet aussi, ouais.
Autre formation avec laquelle vous jouez, c'est le Sécession Orchestra. Oui. Alors ça, c'est Clément Maotakax qui le dirige. Alors là, pour le coup, c'est un orchestre qui est un chef, un jeune chef. Voilà, c'est un orchestre à géométrie variable pour le coup, oui. donc qui qui adapte ses effectifs en fonction du programme qu'il va jouer. Et donc c'est un orchestre qui a notamment un festival à Carnac tous les ans début septembre. Et voilà, c'est quelqu'un de très talentueux que je respecte beaucoup. Ce sont des formations qui vivent. Non, attendez, j'ai pas fini. J'ai oublié le Quatuor Improbable, pardon. Oui. Alors, qui y a-t-il dans le Quatuor Improbable et quel répertoire joue-t-il? Alors, à la contrebasse, c'est Pénélope Poincheval. À la clarinette, c'est Maureen Nedelec. Au vibraphone, c'est Guillaume Le Picard. Et en fait, c'est Pénélope qui m'a appelé en me disant, voilà, j'ai l'opportunité de fonder un quatuor pour présenter des concerts tous les 10 jours entre avril et octobre à un public de touristes anglophones et mélomanes. Seulement, je ne sais pas arranger. Est-ce que toi, ça te dirait? Donc, moi, ça m'a intéressé. A priori, elle ne savait pas pour quelle formation il fallait qu'il y ait une contrebasse, une harpe, c'était sûr. Mais elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'on rajoute? Alors du coup, j'ai réfléchi. Comme à ce moment-là, Clément Maotakax me formait un petit peu à l'orchestration, aux arrangements, à l'instrumentation. Ça m'arrangeait. Ça vous arrangeait de faire les arrangements. Ça m'intéressait, oui, effectivement. Et donc voilà, je me suis mis à prendre des pièces assez connues du répertoire. Ça peut aller de... Qu'est-ce qu'on joue? On joue l'hiver de Vivaldi, on joue la danse de la vie brève de Falla, on joue des tubes. Hein. Mais arrangé dans cette formation, c'est... Oui, ça les fait sonner autrement. Ah oui, puis ça sonne bien, c'est sympa. Et on vous entend où? Ça, c'est au Château de la Roche-Guyon, et malheureusement, c'est des concerts privés pour ça. Par contre, ça nous arrive aussi de le faire ailleurs, et je crois qu'on est programmé à Chilly-Mazarin le 28 juillet. Vous n'avez pas sur les plateformes, que ce soit les plateformes avec images comme YouTube ou les plateformes avec son On a enregistré un CD qui devrait sortir bientôt, et voilà, dès qu'il sera sorti, on en fera la publicité effectivement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'importance que prend le numérique est pas mince. Du coup, vous n'êtes pas loin de composer, en réalité. Ça m'arrive. D'ailleurs, il y a une des pièces que j'ai composées pour notre quatuor, qui s'appelle « Oh oui », et qu'on a mise sur le CD, et dont je suis assez fier. Voilà. Bien. Toutes ces formations dont on vient de parler, comment vivent-elles? Alors, en Autriche, on sait, l'argent public n'est pas mesuré au monde de la musique, même, si je puis dire, quand elle est contemporaine. Mais pour les autres formations qui sont des formations françaises ou installées en France, comment, que ce soit l'orchestre de Clément Maotakax, que ce soit les différentes formations de chambre auxquelles vous participez, comment vivez-vous? Alors, moi, je suis pas dans les... Vous n'êtes pas administrateur. Non, c'est vrai. Je pense que c'est des orchestres qui vivent de subventions. Pas le Quatuor Improbable. Le Quatuor Improbable, ça, c'est vraiment nous qui cherchons les concerts. Enfin, là, on passe par une boîte c'est une boîte de production qui bosse en contact avec le tour opérateur. Donc là, pour le coup, on est programmé 20 dates à peu près entre avril et octobre. Pour les petits ensembles, oui, je pense que c'est la Symphonie de Poche a des agents qui, effectivement, je pense, cherchent des mécènes ou demandent des subventions à la tous les artistes, vous considérez que l'argent finira toujours par arriver et vous ne connaissez pas la matérialité de la chose. Alors, avant de nous séparer, donc, puisque j'ai dit tout à l'heure que je vous ai connu, je vous ai repéré sur Twitter et connu via Grégoire Richoux, et rencontré via Grégoire Richoux et avec lui, où on est, d'abord, de quel spectacle parlons-nous quand vous dites que vous préparez un spectacle avec lui? Où en est cette préparation et à partir de quel moment est-ce que ce spectacle sera présenté? Alors, Grégoire m'a appelé effectivement il y a quelque temps pour me dire pour me parler de son projet et qui m'a emballé. On parlait justement du genre des harpistes. Effectivement, c'est assez rare de voir des hommes à la harpe. Grégoire est quelqu'un... et un chanteur qui chante remarquablement bien, qui pour le coup a
un physique assez androgyne, je dirais. Et donc, oui, à la radio, ça s'est pas vu, mais je confirme qu'en effet, c'est le cas. Voilà. Et Grégoire avait envie de jouer sur le genre, justement, l'inversion des genres. Et l'idée, c'était de reprendre des tubes qui habituellement sont chantés par des femmes, ou alors par des hommes très virils. Et il voulait justement le réinterpréter lui-même en tant qu'homme, androgyne, et avec un accompagnement par un instrument a priori féminin et en plus a fortiori par un harpiste masculin. Et donc ça donne une relecture des textes et de ces musiques qui apporte un sens qui peut être très intéressant, surtout aujourd'hui où le genre fait question et pose en tout cas question dans notre société. Pouvez nous donner quelques exemples des morceaux que vous allez interpréter tous les deux, qu'on comprenne plus? Alors, par exemple, on a répété hier Dis-moi que je suis belle de Massenet, qu'on retrouve dans Thaïs. Et forcément, chanté par Grégoire, c'est très amusant. On a aussi Toréador de Carmen, effectivement, là, chanté par... par un garçon qui est épais comme un sandwich SNCF. C'est ça qui, justement, nous a séduit, c'est qu'on s'est dit, justement, ça pourrait interpeller le public. Et puis, en plus, je ne vous dis pas, mais si ça se trouve, il aura à ce moment-là un costume, c'est pas encore tout à fait défini, mais il aura peut-être un costume, justement, complètement opposé à celui du Toréador. Donc voilà, c'est des idées, en tout cas, qui fusent, avec lesquelles on va réfléchir sur tout ça avec un metteur en scène qui s'appelle Vincent Pavageau, avec lequel on va commencer les répétitions bientôt. Bref, les répétitions vont s'étaler sur le deuxième semestre 2022. Ça va dépasser sur 2023 et j'ose espérer que du coup notre spectacle aura peut-être pourra commencer à voir le jour, j'imagine, mi-2023. Bon, nous espérons que nous serons toujours là et que nous pourrons l'annoncer à nos auditeurs. Avec Vincent Buffin, je vous remercie. Donc, nous avons parlé d'un CD qui existe déjà et puis de choses qui pourraient arriver, vous avec vos différentes formations, puis aussi, comme on vient de le voir, avec Grégoire Échoux. Merci. Je vous en prie, merci.